Justement, maintenant, on va accueillir Monsieur Alexandre Gault et Madame Madouce Traoré, qui vont nous faire part de leur expérience. Donc, pour Alexandre, qui est professeur de PS en Seine-Saint-Denis, et qui est aussi le manager de l'équipe féminine de Bobigny, qui joue en top 8, qui est le plus haut niveau de compétition au sein de la Fédération française de rugby, et donc Madouce Traoré, qui est une jeune joueuse, qui est en équipe de France de rugby à 7. Bonjour à tous. Évidemment, avant de commencer, je voulais remercier Guillaume Commer pour l'invitation, ainsi que la DDCSPP de Laurent. Je suis aussi très content de passer après iPad TV, parce que nous, la présentation qu'on va vous faire, c'est vraiment un exemple de pratique de terrain sur la construction d'un modèle pour favoriser l'accompagnement et la mise en pratique des filles. Mais on se retrouve totalement dans tout ce qui a été dit avant, et c'est vraiment des exemples concrets qui font que nous, sur notre territoire, moi j'ai pas aucun mal, mais vous comprendrez vite que j'ai beaucoup plus de filles qui pratiquent plutôt que de garçons. Donc sur la présentation qu'a fait Guillaume, moi je suis professeur de PS, je suis aussi responsable d'une section sportive de rugby dans mon collège. Le collège est situé à Bobigny. Je suis aussi manager du club de Bobigny sur le projet féminin. Du coup, dans la section sportive, j'ai environ, là cette année, j'ai 105 enfants. Sur 105 enfants, il y a 72 filles. Donc déjà, vous comprendrez que la pratique féminine est valorisée. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. D'accord. Donc, je suis aussi venu accompagné d'une de mes joueuses. Guillaume l'a présentée, donc c'est une joueuse qui a commencé le rugby dans un milieu scolaire, qui a continué, qui a poursuivi et qui maintenant du coup est dans le club et joue à haut niveau. La présentation elle va s'articuler autour de 3 points. Le premier point, ce sera vous parler des enfants, comment faire pour amener ces enfants et prioritairement évidemment ces filles à la pratique. Moi l'expérience, ça fait maintenant 10 ans que je suis enseignant. Et on a essayé de prendre du recul et de vraiment construire un modèle en se disant, voilà, comment faire pour les amener à la pratique, quelles sont les clés qui peuvent faire qu'elles vont venir à la pratique déjà en EPS, ensuite à la section sportive, et ensuite faire évidemment le lien en club. Parce que nous, le but en section sportive, pour être performant, de nos jours, même chez les filles, je fais exprès de dire même chez les filles, pour un peu vous interpeller, il faut qu'elles aillent jouer en club. Si elles ne jouent pas en club, malheureusement, le niveau est tel qu'on ne peut pas avoir de résultats et c'est limite dangereux pour leur pratique. Donc, on est obligé de faire ce lien-là avec les clubs. La deuxième partie sera, comme ça a été évoqué précédemment, comment convaincre les parents. Parce qu'évidemment, les parents, on l'a dit, moi, il y a un mot qui a été pas mal employé auparavant et vous verrez toute l'utilité là, de la présentation, c'est le mot frein. Moi, toute la problématique, c'est dès que j'entends le mot frein, j'essaie d'en faire un levier. Donc, je transforme un frein en un levier. Et donc, j'ai écouté toutes vos questions qui étaient pertinentes là, et chaque fois, vous mettiez en avant un frein. D'accord? Que ce soit, il y a eu des freins sur le fait de l'éloignement par rapport à la pratique, sur les parents, sur plutôt les femmes adultes qui pratiquent au moins. Toutes ces choses-là, on doit trouver un levier qui va faire en sorte que les filles vont pratiquer. Et en fait, la dernière partie, alors c'est pas du tout quelque chose de formel et voilà, mais la dernière partie, c'est quel est le rôle rappelez un peu le rôle des enseignants de PS et ce qu'on peut faire avec les clubs. D'accord, j'ai entendu aussi une question tout à l'heure qui parlait de nous on est un club, mais on est un peu loin de l'école, du coup comment on pourrait faire? On peut voir que les deux peuvent en fait facilement s'imbriquer. C'est à partir du moment où le club va s'imbriquer avec l'école et vice-versa qu'on va commencer à obtenir des bons résultats. Donc sur la première partie, moi cette année j'ai été amené à réaliser un sondage très rapide sur les filles qui jouent en club
des filles, donc là c'est porté sur le rugby, mais des filles qui jouent en club au rugby. Je leur ai demandé où elles avaient où elles avaient découvert l'activité. Où était l'endroit, le premier endroit où elles avaient joué au rugby. Donc le sondage était national. Moi j'avais une petite idée et je voulais démontrer une certaine chose. Je voulais démontrer que dans les quartiers un peu défavorisés, et donc chez nous à Bobigny, les filles commençaient quasiment tout le temps par l'école primaire, le collège ou le lycée. Les résultats sont très parlants. Donc le questionnaire a été envoyé à Lille, à Toulouse, à Bobigny, etc. J'ai eu beaucoup de réponses. Dans les grandes villes, ou alors les villes un peu culture rugby, ou comme Lille, qui commence à se construire, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, 55% des enfants ont commencé directement leur pratique à l'école. Le reste, elles ont été en club. Sur mon territoire, à Bobigny, la même étude à Bobigny, 77% des filles ont démarré à l'école primaire, au collège ou au lycée. Donc là, le chiffre, il est parlant. Et moi, quand j'anime ensuite des formations de professeurs de PS, je démarre avec ce chiffre. Nous avons une responsabilité, les professeurs de PS, nous avons cette responsabilité de faire découvrir, de faire aimer les activités et de faire le lien avec les clubs. C'est une responsabilité que nous avons. D'autant plus dans ces territoires. Ça, c'est très important. Ensuite, si donc on rentre dans la première partie, comment réussir donc à amener ces enfants pratiquer et ces jeunes filles, comment on peut les amener pratiquer? La première chose qui a déjà été dite, la première chose, c'est le plaisir de pratiquer. Donc il faut vraiment rentrer dans cette dynamique de créer une espèce d'ambiance de plaisir. Il faut que les filles elles aillent pour le plaisir et alors pas toutes, il y en a qui vont se reconnaître à la compétition, mais la plupart c'est le plaisir. Et donc en premier, il faut mettre cette valeur-là en avant. En deuxième, les filles fonctionnent beaucoup plus en groupe que les garçons. Moi, quand je veux trouver un garçon, si je vais dans la cour de récréation, mes collègues profs de PS me disent oh, on en a un là en cours, oh là là, tu verrais, il court très vite, il est costaud, tout ce qu'il me faudrait pour le rugby. C'est très simple, je vais voir le garçon, je lui dis tu as des qualités, viens essayer un entraînement, je t'accompagne, on va essayer un entraînement. Le garçon vient, pas de problème. Si je fais pareil avec une fille, c'est échec assuré. Si je vais voir la fille concernée et que je lui dis écoute, toute seule là, tu vas venir avec moi, on va essayer un entraînement. Échec assuré. En revanche, ce qui marche, c'est prendre le groupe de filles. Et souvent, je vais pas m'intéresser à la première fille que j'ai repérée. Je vais regarder le groupe et je vais m'intéresser à la leader du groupe. Donc je vais aller voir un peu celle qui a un peu de poids et d'influence sur les autres. Je dis si vous voulez, vous pouvez toutes venir essayer le rugby. Allez, 80% du temps, j'ai un groupe de 3-4 filles qui viennent, dont la fille qui m'intéresse. Donc ensuite, on travaille. Certaines restent pas. Mais en tout cas, souvent celles qui ont du potentiel, elles y trouvent son plaisir. Si je fais comme avec les garçons, je vais avoir que elles, c'est échec assuré. Ça, c'est sûr. Troisième point, le sentiment d'appartenance à un groupe. Moi, j'en suis convaincu de ça. Sur nos territoires, on a vraiment besoin de recréer ce sentiment particulier là, par des codes communs, la mise en place de codes communs. Nous, on fonctionne aussi, que ce soit à l'intérieur du collège ou au club, avec des dotations. Donc souvent, c'est pas grand-chose. Ça peut être un t-shirt, ça peut être un survêtement. Mais il faut qu'elles aient ce sentiment, pas de différence par rapport aux autres, mais vraiment d'appartenir à quelque chose de spécial. Ça peut être perçu comme de la valorisation. Nous sommes valorisés parce que nous avons été choisis pour faire une activité. Au final, on le tourne comme ça. Déjà sur ces 3 points-là, je vais laisser la parole à Madouce. Elle va vous expliquer comment elle s'est mise au rugby et vous verrez bien que ça rentre exactement dans ces 3 points-là. Bonjour à tous, je m'appelle Traoré Madouce et j'ai commencé le rugby à 16 ans au lycée. Je suis joueuse, comme il a pu vous le dire, à la CDD 93. L'année dernière, j'étais au Pôle France et j'ai fait des tournois avec l'équipe de France à 7. J'ai aujourd'hui 23 ans, donc ça fait 7 ans que je fais du rugby.
Et, sans faire de sport en club avant. On allait à l'URSS au collège, mais sans plus. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es arrivé au rugby? Alors, il fallait que je m'inscrive au lycée. Et en entrant au lycée, j'ai vu que dans l'emploi du temps, il n'y avait que 2 heures de sport. J'ai toujours adoré le sport et donc je me suis dit, c'est pas assez, il faut que je coche l'option sport qui me permettrait d'avoir 2 heures de PS en plus. Donc j'arrive et puis je me dis que le but, ça serait d'avoir 2 heures d'activité physique en plus dans la semaine, mais que cette pratique, elle serait variée. Et on me dit que j'ai le choix entre le rugby et la danse. Je me suis dit, il y a hors des questions que je danse, donc je vais prendre le rugby. J'ai pris le rugby et pour être honnête avec vous, au début, j'étais pas très à l'aise parce que je me suis retrouvée toute seule dans un groupe de garçons et des garçons qui n'avaient pas forcément l'envie de jouer avec une fille et qui gardaient toujours la balle. Donc je suis rentrée chez moi les premières fois en me disant mais qu'est-ce que je fais ici? Je regrette ce choix, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai pris le rugby au final parce que je m'amuse pas, on passe pas la balle et puis je passe 2 heures sur le terrain à avoir froid sans rien faire. Puis donc un jour je me suis dit bon, je vais prendre la balle, je vais courir, tant pis, il faut bien que je fasse quelque chose. Ils ont vu que je me débrouillais plutôt pas mal et du coup ils sont devenus mes copains parce qu'ils ont commencé à me passer la balle, à jouer avec moi et c'est comme ça que je suis restée au rugby. Très bien. On va aborder d'autres points. Au-delà de l'appartenance à un groupe, il y a souvent, forcément dans les phénomènes de groupe, ça vous le savez, il y a des rôles qui sont attribués à certains, que ce soit des rôles formels dictés par le coach ou pas d'ailleurs. Mais dans un groupe, dès qu'il y a une constitution de groupe, il y a forcément de nouveaux rôles qui émergent, qui ne seront pas les mêmes qu'à l'école, à la cour de récréation. Donc si vous créez un groupe, là je crée un groupe de 4 personnes, il va y avoir des rôles qui vont émerger. Et ça c'est pareil, dans la construction du plaisir de jouer et de l'appartenance à un groupe, c'est très important. Nous on fonctionne aussi beaucoup, et ça a été dit tout à l'heure par Haïfa. Il est vrai que, vous comprenez bien qu'à Bobigny, alors nous avons la chance d'avoir un club qui évolue chez les garçons et chez les filles, avoir une équipe de filles qui évolue à très haut niveau, au plus haut niveau français. Donc ça c'est une chance parce qu'effectivement, comme je l'ai entendu tout à l'heure, nous avons les modèles. Donc pas de problème pour trouver des modèles, nous avons des modèles. Mais c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. La pratique du rugby n'est pas quelque chose de naturel. Vous l'avez aussi dit tout à l'heure, alors c'est pas en ces termes, mais chez les parents, que ce soit les mamans, les papas, quand on a un enfant qui est un garçon, on lui dit va te défouler, va faire du sport. Moi, on est sûr, tu ne feras pas de bêtises. Quand on a une fille, la priorité, les discours qu'on entend, nous, c'est sois forte à l'école. Le sport, on verra. Sois forte à l'école, la priorité. Du coup, nous, tout notre travail, et moi, pour lancer le projet, que ce soit au club ou à la section sportive, tout notre travail, c'est de convaincre les enfants, puis les parents, du bien fondé de l'activité. Du coup, nous, ce que nous utilisons, quand j'ai eu cette réflexion il y a environ 2-3 ans, j'ai été rencontrer ma CPE au collège. Et en fait, c'est parti d'une génération de filles qui sont rentrées en 6e et qui m'ont dit que soit leurs parents, soit elles-mêmes, elles sont venues me voir et m'ont dit mais nous, le rugby, j'aime bien, comme Madouce, j'aime bien courir avec la balle, tout ce qui est contact, j'ai pas de problème. Mais j'en ai regardé à la télé, là, j'ai pas envie d'être costaud, en fait. J'ai pas envie d'être musclé. Il y avait ces mots, hein. J'ai pas envie d'être musclé. Je n'ai pas envie d'être déformé. Je n'ai pas envie d'avoir tout le temps des blessures. Voilà. Et donc, j'ai eu un retour des parents qui avaient le même discours. Parce que l'image du rugby véhiculée à la télé, en ce moment, c'est plutôt des contacts, du sang, des blessures, etc. Je me suis dit, bon, comment faire? Donc, j'ai été contacter ma CPE et je lui ai dit, est-ce que tu n'aurais pas des postes d'assistant d'éducation dans ton collège? Et elle m'a dit, ça tombe bien, je suis en train de renouveler mon équipe. Et là, j'ai 2 postes disponibles. Et directement, j'ai été trouver 2 filles de l'équipe senior qui ont intégré le collège en tant que surveillante. Madouce en faisait partie. Il y en avait une autre fille. Et directement, elles ont eu ce rôle-là. Elles ont eu ce rôle de montrer qu'au rugby, on reste féminine, que le lendemain de match, elles sont pas déformées, qu'elles sont pas hyper musclées, mais elles ont plutôt un corps qui est athlétique. Et ça, c'est complètement différent entre s'imaginer
la musculation, on va prendre des muscles. Non, en fait, c'est un corps qui est athlétique. On parlait tout à l'heure d'accepter le goût de l'effort, des courbatures, de la fatigue. Là, c'est les mêmes choses. Le corps se construit athlétiquement. Et ça, de nos jours, alors c'est des phénomènes de mode, mais de nos jours, c'est plutôt valorisé. Et donc les filles se sont un peu identifiées à ces modèles-là. Et à partir de ce moment-là, les filles sont revenues. Après, moi, quand je l'ai fait, j'y avais pas directement pensé. Mais ce qui s'est produit aussi, c'est que le collège est à Bobigny, le club est à Bobigny, nous entraînons sur les mêmes structures. Du coup, évidemment, les filles de 6e à la 3e sont venues voir les grandes jouer, parce qu'elles les connaissaient. Donc quand vous avez déjà fait ce chemin-là, vous avez pas mal gagné de choses. Donc des filles qui ne connaissent pas du tout la pratique et qui viennent voir jouer leur surveillant. Ça, c'était hyper important. Dernier point, là-dessus. Pareil, cette année-là, en arrivant à la tête du management à Bobigny, je me suis dit, j'ai essayé de prendre toutes les réflexions qu'avaient les enfants. Il faut savoir que nous, dans l'activité rugby, jusqu'à l'âge de 16 ans, elles jouent avec les garçons. En dessous de 16 ans, elles jouent avec les garçons. Pratique mixte. À partir de 16 ans, elles jouent avec les filles. Moi, au collège, je vais jusqu'à 15 ans. Donc de 11 ans à 15 ans et demi, 16 ans. Donc dès que j'envoie une fille au club, elle joue avec des garçons. Du coup, j'ai regardé et j'ai demandé aux élèves et ils m'ont tout dit, on a quand même un petit problème, c'est que on est qu'avec des garçons. Bon, ça, à la limite, ça nous gêne pas parce que à cet âge-là, au niveau des gabarits, tout ça, ils rivalisent encore. Puis ensuite, on m'a dit, le problème, c'est qu'on est entraîné que par des garçons. Mais pourquoi on est entraîné que par des garçons alors que on a l'impression qu'en fait, le rugby, le savoir est descendant des garçons. Ça, c'est un peu gênant. Du coup, moi, dans mon projet cette année, j'ai rencontré les responsables des écoles de rugby. J'ai pas imposé, mais j'ai fortement demandé à ce une joueuse de l'équipe senior soit coach par catégorie. Et cette année, nous avons une joueuse coach par catégorie. Encore une fois, le chemin est facile. Quand j'ai amené les enfants, quand j'ai amené du coup les filles, quand je les ai amenées au club pour s'entraîner, qu'elles ont retrouvé une fille qui les coachait, ça leur a ensuite donné l'envie d'aller voir jouer le week-end. Donc c'est pareil, là, toute la trame est faite. Par rapport à ça, je pense que Madou, je vais lui relaisser la parole, mais je pense qu'elle doit avoir une ou deux anecdotes sur son rôle de surveillante au collège et les questions que peuvent avoir des élèves, que ce soit de la 6e à la 3e, par rapport à ça. Avec une des copines de club, on n'a pas vraiment de questions sur la pratique, mais on a remarqué qu'elles avaient développé un intérêt plus important pour le rugby en voyant que nous, on jouait. Donc, ce qu'on essayait de faire, c'était de les suivre au maximum sur les compétitions du MSS. On allait les supporter, elles étaient contentes de nous voir. Du coup, elles venaient le dimanche nous encourager. Et ce qu'on a remarqué, c'est que chaque fille a un modèle dans l'équipe. Il y en a une qui va avoir une fille qui court vite, elle va dire, je vais être comme elle. Une qui plaque fort et elle va dire, je vais être comme elle. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça crée une dynamique et les filles, elles se disent qu'elles doivent continuer, en fait. Qu'elles doivent s'inscrire en club, continuer la pratique. Et ce qui est bien, c'est qu'elles créent un groupe et que ce groupe-là arrive, et que ce groupe-là, d'année en année, ne change pas. Elles gardent leurs copines, elles jouent toujours ensemble. Et je pense que du coup, ça les aide et ça les motive à rester. Notre point qui a été abordé tout à l'heure également, donc le projet là que nous menons à Bobigny, forcément, si nous voulons agrandir le sommet de la pyramide et perdurer à haut niveau, on doit élargir la base. Donc ne pas se centrer que sur ce qui se fait à Bobigny, mais essayer de trouver autour ce qui se fait. De par le sondage que je vous ai exposé tout à l'heure, là 77% qui démarraient dans les collèges et lycées, moi très rapidement je me suis demandé il faut que je mette en place des choses dans aussi les autres collèges et lycées. Du coup, ce que nous commençons à mettre en place, en UNSS, donc le mercredi après-midi, il y a un format compétition, donc qui est toujours là. Oui, il y a des compétitions, il y a des entraînements, mais souvent là, on en fait y aller
3 par an, on appelle ça des journées pour elles. Et donc les journées pour elles, nous invitons des filles à venir. C'est pas un format compétition, donc elles ne font pas de match entre elles. Elles viennent sur des ateliers, sur des thèmes spécifiques, elles jouent entre elles et elles se mélangent. Les collèges se mélangent. Alors que d'habitude, c'est toujours l'après-midi, on se rencontre. Il y a même un peu des animosités qui se créent entre collèges. Ce collège, on perd tout le temps contre elles, donc on les aime pas trop. Non, nous, on a cassé ça. Donc on fait des ateliers et des journées à thème où elles viennent, elles se rencontrent. Lors de ces journées à thème, nous invitons et nous amenons des ambassadrices, que ce soit du club de Bobigny, que ce soit d'autres clubs, etc. Mais donc, encore une fois, il y a des joueuses qui viennent, qui animent les ateliers, donc elles s'identifient à des joueuses, plutôt que toujours à s'identifier à des garçons qui nous font des ateliers, elles s'identifient à des joueuses. Est-ce que les joueuses ensuite sont assez malines pour leur faire passer le message, essayez d'aller à un club, vous verrez c'est là où vous progresserez le plus, et ensuite, nous jouons dimanche, tel jour, telle date, tel lieu. Et du coup, ça fonctionne pas mal. Donc, il y a vraiment cette mise en place d'ambassadrices, de modèles dans les différents collèges. Ça aussi, c'est un point qui est important. Maintenant, j'aimerais passer sur la partie des parents. Donc là, vous avez compris sur la dynamique. Moi, le terme frein, je ne l'emploie plus. Parce que je pars du principe que si j'employais trop souvent le terme frein, je me découragerais tout seul. Je ne ferais plus rien. Donc dès qu'il y a une barrière, on essaie de se mettre à 2 ou 3, à réfléchir, de se dire comment on va pouvoir lever cette barrière pour que le flux arrive. Et clairement, ça, c'est l'idée, la barrière, ça passe pas, on lève la barrière, puis ça commence à arriver. Du coup, on se posait évidemment, comme vous, la question des parents. J'ai entendu tout à l'heure vos préoccupations sur les parents. Évidemment, dans ces territoires-là, vous devez l'entendre, moi je ne suis pas de Bobigny, je viens plutôt du sud de la France. Chez moi, j'allais dire chez moi, mais oui, chez moi, dans le sud, pratiquer le rugby, c'est normal. Pratiquer le rugby, c'est la normalité. Moi, quand j'y étais, donc maintenant il y a 10-12 ans, pour une fille, pratiquer un sport comme le rugby, c'était pas trop ça. Maintenant, ça change. Ça change beaucoup. Du coup, pratiquer le rugby devient quelque chose de normal. Parce que on a un frère, un oncle, quelqu'un qui joue. Dans nos territoires à Bobigny, pratiquer le rugby, c'est toujours pas normal. La norme n'est pas pratiquer le rugby. Alors, je ne vous parle même pas, quand vous êtes une fille, vous allez rencontrer vos parents et leur dire, moi, j'aimerais jouer au rugby. Vous verrez tout à l'heure qu'il y en a qui ont aucun problème avec ça. Alors, je ferai une passe à ma douce. Mais il y en a, la grande majorité, les parents ne connaissent pas l'activité, les représentations sont terribles, et sur le corps de l'enfant, sur le bien-être de l'enfant, etc. Tout à l'heure, Haïfa l'a évoqué. Moi, le premier des leviers, avant même de convaincre les parents, c'est de leur prouver l'épanouissement que ça va amener à leur enfant. C'est avant tout, c'est le plaisir, l'épanouissement. Pour ça, j'ai 2 anecdotes. Et ces 2 anecdotes qui me servent encore aujourd'hui, pourtant la première laquelle je vais vous raconter m'est arrivée il y a maintenant 4 ans. J'ai une enfant qui s'inscrit au rugby en classe de 4e, une fille. Bon, elle joue au rugby, très bonne élève, 15 de moyenne générale, très bonne élève, pas de problème, toujours le sourire, joie de vivre, etc. Arrivée juste avant les compétitions, on leur demande de faire le fameux certificat médical. Elle va chez le docteur, elle fait son certificat. La mère me demande à me rencontrer. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien avec Cassandra, votre fille elle est géniale, le sourire, elle adore pratiquer, c'est top. La mère m'a dit oui, mais là, monsieur Beau, on a un petit problème. Je lui ai dit ah bon, qu'est-ce qui se passe? Sur le test d'effort, le docteur a repéré un problème au cœur et on a rendez-vous chez un cardiologue là, mais apparemment c'était pas joyeux. Bon. Je lui ai dit, écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête la pratique là, pendant les 2 semaines, au moins, pour pas prendre de risques. Et ensuite, vous me tenez au courant. Bon, 2 semaines après, je reçois mon téléphone, elle me dit, monsieur, ma fille a un problème cardiaque. Donc on a décelé un problème cardiaque. Du coup, elle ne pourra plus jouer au rugby. Elle va suivre un traitement, puis on verra par la suite si ça s'améliore. J'étais prof principal de Cassandra. Elle est passée instantanément, en 2-3 semaines, d'une fille qui a 14,5, 15 de moyenne générale, à une fille qui a 8, 8,5 de moyenne générale. Pourquoi? Alors, certes, avoir un problème cardiaque, ça a dû entraîner des choses chez elle, mais ce qui s'est passé, c'est que rapidement, elle ne s'entraînait plus avec nous, elle a été coupée de ses copines, elle a été coupée de ce qu'elle aimait, parce que ce qu'elle aimait, c'était jouer au rugby avec ses copines,
Elle a été coupée de tout ça. La gamine méconnaissable. Méconnaissable. Plus le sourire, ne parlait plus à personne, s'isoler. Vraiment terrible. À vivre, situation terrible. Bon. On essaie de l'aider comme on peut. Moi, je lui dis, si tu veux, tu peux venir avec nous quand même sur les compétitions, garder le contact. On avait mis en place un rôle de reporter, donc tu prends des photos. Bon, ça l'occupait, mais je voyais bien que c'était pas ça la priorité et qu'elle vivait pas les mêmes moments que les autres. Le temps passe, 3-4 mois. Je rencontre la mère début deuxième trimestre et elle me dit bon, monsieur Hugo, j'ai une bonne nouvelle. Je dis bon, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit Cassandra a suivi le traitement, tout s'est bien passé et elle a le droit de reprendre le rugby. Alors je lui dis vous êtes sûr, procurez-moi un mot, moi je veux pas de soucis, attention. Elle me dit ouais, mais j'ai le mot, tenez, cardiologue, traitement ok, plus aucune restriction à la pratique, elle peut y aller. Ça a été de la même manière, autant instantané qu'avant. La gamine, joie de vivre, sourire, elle est montée de 15 à 17,5 de moyenne générale. On peut penser aussi, vous pouvez me dire, la limite du truc là que je vous expose, c'est peut-être le problème cardiaque. Mais pas tant que ça. Je vous garantis pas tant que ça. Et pourquoi je l'utilise encore aujourd'hui? Parce que cette mère, moi, m'a fait une promesse. Elle m'a dit, monsieur, moi je m'engage. Quand vous avez une maman qui reconnaît pas le bénéfice du rugby pour son enfant, vous me donnez son numéro, ou vous me dites où elle habite, je la rencontre, et moi je témoigne. Parce que pour moi, j'ai bien vu que le rugby pour elle, c'était une des choses hyper importantes à son bien-être et à son accomplissement personnel. Et donc de temps en temps, il m'arrive, quand j'ai des mamans qui me disent, oui mais non, là le rugby, l'école en premier, le rugby, non, puis en plus, je veux pas qu'elle traîne dehors, tout cet tas de freins qu'on pourra voir là, hop, un appel à la maman de Cassandra. La maman de Cassandra l'appelle, et souvent c'est des bons retours. Alors en plus, chez nous, ils habitent, il y a des quartiers, donc souvent c'est un peu le même quartier, donc ils connaissent la maman de Cassandra. C'est souvent très vite réglé. Maintenant, on n'a pas que des parents qui émettent des freins. Et donc je vais me permettre de demander à Madouce, de faire une passe à Madouce, et de lui demander, toi, alors, comment est-ce qu'ont dit tes parents quand tu es rentré, que tu as dit, maman, papa, je veux jouer au rugby? Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé en UNSS, et après un an, quand je suis entrée en première, mon prof de PS m'a dit qu'il connaissait un club et que je devrais aller y faire un. Je me suis dit que ça serait compliqué d'arriver à changer la mentalité qu'ont mes parents parce qu'ils détestent le rugby, ils ont tous les préjugés possibles sur le rugby, même aujourd'hui, j'en parlerai. Vous penseriez que c'est une pratique archi dangereuse. Et à mon grand étonnement, quand je suis venue les voir, ils m'ont juste répondu « fais ce que tu veux ». Sachant qu'en amont, avec mon prof de PS, on en avait parlé, et qu'on s'était mis d'accord. J'irais voir mes parents d'abord pour pas les brusquer. Pour pas les brusquer, lui n'allait pas faire la démarche de leur parler avant moi, donc je suis allée les voir, et au final, il n'y a pas eu besoin de les motiver et de leur demander de m'essayer. Alors après, mes parents ont toujours placé l'école en première position, et le contrat, c'était que tant que j'arrive à concilier les deux, peu importe le sport que je fais, j'ai le droit de le faire. Tant que je m'épanouis, c'est très bien pour moi, je fais ce que je veux. Mais si ça a une répercussion sur mes résultats à l'école, je devrais arrêter. Ça a été valable à la fac et ça l'est toujours parce que je fais étudiante. Tant que j'assure à l'école, tant que ça va à l'école, le sport, c'est ok. Et je viens aussi j'habite pas à Louvigny, mais je viens aussi du 93, donc c'est pas très loin. Et quand on parle des zones sensibles, c'est là que je Du coup, là, elle m'a fait toute seule la transition. Je pense que bon, il y a pas mal de parents là dans la salle. Moi, je suis papa également. Évidemment, la priorité, c'est l'école. Et chez tous les parents, quel que soit le territoire, la priorité, quand même, ça reste l'école. Donc, pareil, nous, sur des anecdotes, nous mettons en place la section sportive, un suivi scolaire, forcément, parce qu'il faut savoir que quand vous démarrez une section sportive, la seule chose qu'on vous demande à la fin de l'année, de la part de l'inspection, c'est les résultats au bac. Au brevet, bon. Donc, pour moi, au brevet. C'est la seule chose qu'on me demande, c'est le taux de réussite au brevet. On ne me demande pas mes résultats. Voilà. Après, c'est normal, c'est une structure faisant partie de l'école.
Du coup, nous avons tout intérêt à ce que les résultats soient bons. Nous, à Bobigny, dans notre établissement, les taux de réussite au brevet sont de 67%. Taux de réussite des classes section sportive sur les 4 dernières années, 92%. Donc comment ça marche? Il faut savoir que en classe de 6e, nous construisons des classes avec que des enfants qui viennent pour jouer au rugby. 100% des élèves font partie de la section d'une classe de 6e, la 6e E. J'ai 2 classes comme ça de 6e. J'ai 65 demandes et je prends 44 élèves. Et la pyramide ne fait qu'en monter, parce qu'ensuite j'ai 2 classes de 6e, une et demie de 5e, une seule de 4e, une seule de 3e. Et les enfants sont habitués dès la 6e à ce que nous consultons rapidement leurs résultats, nous les suivons, et si ça va pas, si les résultats chutent, la première chose qu'on fait, c'est le vendredi après-midi, parce que le vendredi après-midi c'est la journée rugby, au lieu d'aller au rugby, là pendant une période indéterminée, tant que tes résultats, si je cible les mathématiques, tant que tes résultats en mathématiques ne seront pas bons, tu ne viendras plus t'entraîner au rugby. Ça c'est un discours que quand vous menez aux parents, vous pouvez être sûr que les parents vous suivent. On parlait tout à l'heure, oui, je ne sais pas comment pas séduire, mais un peu arriver à attirer les parents. Parlez-leur de l'école en premier, et que vous, en tant que sportif et en tant que membre de la communauté sportive, vous avez envie que la fille rejoigne votre club, avant tout, parlez-leur de réussite sportive, de réussite scolaire. Et donc, si vous mettez des choses en place comme ça, vous pouvez être sûr et certain que là, les parents, ils accrochent. De la même manière, il y a toujours le problème de alors monsieur, bonjour, réunion parents-prof. Votre fille là, la section sportive, elle est extraordinaire. C'est la meilleure chose que j'ai. L'école, elle a 12 de moyenne, elle fait des efforts, mais il y a des choses qui sont compliquées. Par contre, elle est très forte. En rugby, oh là là, qu'est-ce qu'elle est forte. Est-ce que vous, ça vous dérangerait pas que votre fille rejoigne le club? Oh là, monsieur, moi ma fille elle a 12, elle a des difficultés, si elle rejoint le club, automatiquement, elle va passer à 8. Pourquoi? Parce que moi ce que je leur demande, c'est déjà, ils font 4 heures de pratique rugby avec moi au collège. En club, on leur remet 4 heures de plus. Donc ça fait 8 heures dans la semaine. Si pendant 8 heures elle fait du sport, une activité physique, je peux penser que pendant 8 heures elle travaille pas. Vous avez le droit de le penser. Maintenant, moi, je vais vous dire 2 choses. La première chose, c'est que, regardez dans la classe, là, j'ai une telle. Elles ont 8 heures de rugby par semaine. Et regardez, 17,5 de moyenne générale. C'est possible. Tous les enfants sont différents, mais en tout cas, c'est possible. Donc, j'en ai 3 comme ça par classe, tout le temps. Ensuite, deuxième point. Je suis professeur principal, ou pas d'ailleurs, même si je ne l'étais pas. Si j'envoie une gamine au club, ma principale fonction c'est professeur de PS. Qui dit professeur de PS dit professeur. Ma principale fonction c'est de veiller à ce que à l'école ça marche. Du coup, moi ce que je dis à la mère très rapidement, au papa, c'est on va surveiller ses résultats. Il est possible que en passant à 8 heures d'activité physique par semaine, ses résultats chutent. Par contre, si ces résultats chutent, moi je serai le premier à vous demander à alléger la pratique sportive. Je serai le premier. Pourtant, j'ai des intérêts à ce qu'elle ait un club, j'ai des intérêts à ce qu'elle soit meilleure dans l'activité physique. Mais par contre, si les résultats ne suivent plus, on allège. Et bien là, c'est pareil, les parents adhèrent à ça. Un autre exemple, en début d'année, parce qu'il y a aussi donc vous avez compris tout ce qu'on met en place sur les modèles, que ce soit les surveillantes au collège, etc. Mais il faut aussi que les parents voient ces modèles. Donc au début d'année, on organise une réunion où on présente aux parents, on présente comment ça va se passer sur le plan sportif, sur le plan scolaire, sur le plan de l'accompagnement, mais on peut aussi intervenir les modèles. Et donc elles sont là, elles se présentent, souvent ce sont des surveillants, ou bien ce sont des sportifs qui ont réussi, et qui ont un double projet. Un projet scolaire et un projet sportif de haut niveau. Parce que, tout est possible, on peut allier les deux, et 2, comme je vous ai dit tout à l'heure, physiquement, ce sont des filles que j'agréable, que jolies, pas les former. Ça, c'est vraiment vraiment, ça va vous perturber quand je dis ça, mais c'est volontaire. On est d'accord. Mais c'est ce que les gens pensent. Deuxième anecdote, très rapide, celle-là.
C'est une fille qui est actuellement en classe de 3e, qui s'appelle Agnès. Elle est arrivée en 6e, je pense qu'elle faisait déjà 1m80. 1m80 pour une soixantaine de kilos. Très vive, très joyeuse. Avec le frein, je l'emploie, avec le frein de la maman qui connaît pas le rugby et qui veut pas qu'elle fasse rugby. Donc qui accepte qu'elle soit à la section sportive, mais c'est tout. Pas plus. Tu vas faire ça, tu vas jouer le mercredi après-midi avec ton collège et ton professeur là, mais pas plus. Non, pas plus. Bon. Ce qui se passe, c'est qu'elle joue plutôt bien. Elle est repérée par des gens qui regardent là au club, qui disent ce serait bien qu'elle vienne. La maman, non, pas de club. En plus, elle joue avec les garçons, non, interdit. Et puis en plus, ma fille, moi au rugby, elle doit pas être très forte. Hein. Vous dites ça parce que il manque du monde, mais à mon avis, bon, c'est ce qu'elle a pensé. L'année dernière, on a la chance avec le collège et la section sportive de partir au championnat de France. Qui dit championnat de France, elle dit 3 jours de compétition, 4 jours en tout 4 jours du coup, 1 jour de voyage, 3 jours de compétition. C'est souvent dans le sud de la France. Du coup, la gamine, il faut faire sa valise. Il faut l'autoriser à partir. Mais en fait, ce que ça a déclenché chez la mère, c'était un effet totalement inattendu. La maman s'est dit, mais attendez, c'est quoi votre championnat de France? Alors moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, vous savez, on a gagné le droit de participer, ce sont les 12 meilleures équipes de France et qui s'affrontent. Et elle m'a dit, mais les 12 meilleures, elle m'a dit, mais il y a combien d'équipes? On la colle. Je dis, il y a combien d'équipes? Il doit y en avoir, je sais pas, il doit y en avoir 400, 500 équipes en France. Elle dit, donc vous êtes dans les 12 meilleures sur 500 déjà. Je dis, ben oui. Et elle m'a dit, mais ma fille, elle joue là? Je dis, oui, elle joue, et plutôt bien en plus, parce que j'ai du mal à me passer d'elle quand elle est pas là. Elle m'a dit, mais donc ma fille est forte quelque part. Je dis, oui, votre fille est forte au rugby, ça fait un moment qu'on vous le dit. Elle dit, mais moi je croyais qu'on disait ça. Je dis, non, votre fille est forte au rugby. Changement total. La fille est rentrée au championnat de France, avec une médaille, ce qui est. Et elle a été voir sa mère, elle dit, regarde, une médaille, mon prof il a fait un petit clip vidéo, on nous voit jouer, ah tiens, je marque, c'est moi. À ma fille, on va faire attention à ce que tu sois forte à l'école, mais demain tu vas aller t'inscrire un peu. Voilà. C'est-à-dire que potentiellement, toujours pareil, un frein, la fille a été valorisée quelque part, la mère a trouvé un épanouissement de la fille, on l'a mise en valeur, on l'a mise en lumière, sa fille, et du coup, la mère a dit, ok, c'est parti. Pour terminer l'anecdote, nous avons la chance en top 8 d'être, ça démarre là, un début de médiatisation. Nous avons des rencontres qui vont passer à la télé, sur Eurosport. Nous avons des journaux qui nous suivent fréquemment, alors surtout en période Coupe du Monde féminine, donc l'année dernière. On a démarré un reportage avec France 2 l'année dernière, qui était fort intéressant pour eux et pour nous, sur les loups de Bobigny. Et cette année, ils sont revenus. Ils sont revenus la semaine dernière. Et ils m'ont dit, voilà, nous aimerions suivre 2 ou 3 joueuses du club. Alors j'aurais proposé des joueuses, et puis j'aurais expliqué le fonctionnement. J'aurais dit, mais vous savez, là, l'équipe moins de 15 ans, donc si vous avez suivi ceux qui jouent avec les garçons, il y a environ 15 filles, 15 garçons. Et souvent, ils ne jouent que contre des garçons. Parce que dans les autres clubs, il n'y a pas beaucoup de filles. Et du coup, vous avez peut-être sur le terrain 8 garçons, 7 filles, qui jouent que contre des garçons. Elle m'a dit, c'est quand même intéressant ça. Et elle m'a dit, ah oui, ça c'est génial, mais est-ce que vous les connaissez, ou est-ce que vous croyez qu'on pourra en suivre une joueuse en particulier? Oh là. Agnès Fataki. Donc, j'ai appelé la maman d'Agnès, j'ai dit, vous savez, votre fille là, toujours pas mal au club, elle fait des trucs, c'est bien. Hein. Et il y a la télé qui va venir, ils vont filmer votre fille. Comment ça, ils vont filmer ma fille? J'ai dit, déjà, est-ce que ça vous pose un problème? Elle dit, non, je trouve ça bien, mais pourquoi? Parce que votre fille là, elle joue avec les garçons, et puis en plus, elle prend la place des garçons. Parce que quand le match démarre, elle est titulaire. Donc, elle est forte. Ah bon? Oui. Eh il n'y a pas de problème. Et donc, samedi, France 2 va filmer, ils vont aller au match, ils vont voir des filles qui jouent avec des garçons, avec Agnès. Et donc, si on refait le cheminement inverse, là, on part d'une maman qui, hors de question que ma fille joue en club au rugby. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est presque elle qui va lui dire, vas-y, dépêche-toi. Mais alors là, c'est le cas extrême, et vous allez me dire, ultra favorable avec la télé, etc. Et les moyens, c'est des moyens très compliqués à avoir. Mais c'est juste pour vous montrer qu'à partir du moment où l'enfant est valorisé, et que la mère sent que son enfant est valorisé, qu'elle prend du plaisir et qu'elle s'épanouit, c'est beaucoup plus facile. Un autre exemple aussi, à l'intérieur du collège, quand vous rentrez dans mon collège, il y a un grand mur blanc. Il y a 5 ans, on a eu la chance d'être vice-champion de France des sections sportives.
fait, on fait champion de France ex aequo, mais on perd sur une bêtise. Donc, on est vice-champion de France. Et du coup, on avait fait une photo assez jolie. Et on s'est dit, tiens, on va la mettre, on va l'afficher dans le collège. Et donc, quand vous rentrez dans le collège, il y a une pancarte, mais qui va faire toute la longueur du mur. Bon, elle est longue, mais elle est pas très large. Mais il y a une pancarte avec toutes ces filles-là, avec un ballon de rugby. Et symboliquement, moi, je sais très bien que, alors déjà, mes autres collègues profs, et la voix, je sais qu'ils se disent ah oui, le rugby c'est bien. Donc ça c'est déjà un premier point. Et deuxièmement, à chaque réunion parent-prof, vous pouvez être sûr que vous avez au moins 15 parents quand ils rentrent qui se posent au moins 10 secondes et qui regardent. Ils regardent pourquoi? Parce que on l'a dit, ils habitent à peu près, sans rentrer dans des clichés, mais ils habitent à peu près tous pas loin, dans les mêmes quartiers. Du coup, ils connaissent forcément au moins une fille, parce qu'ils la croisent tous les jours. C'est une mise en valeur. Mise en valeur, mise en lumière. Et comme elle le disait tout à l'heure, hein. Et ma fille, là, pourquoi elle n'y est pas? Ben, ça va venir. Et continue, ça va venir. Très rapidement, je vais essayer d'aborder le rôle des profs et des profs d'EPS, mais que ce soit les instituteurs, c'est un peu pareil. Je pense que si nous avons fait ce métier en premier, c'est vraiment pour l'envie de transmettre quelque chose. Moi, en tout cas, c'est pour ça que je l'ai fait. Et dans ma mission de transmettre, j'ai aussi la mission d'accompagner. Et je dois vous avouer que quand je croise des collègues qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, on a tous des occupations, j'en suis convaincu, mais il faut prendre le temps. Notre premier but en tant que prof de PS, c'est de former, construire et détecter les futurs sportifs de demain. Ça, il faut qu'on en soit tous convaincus. Et dans ces missions-là, pour moi, il y a la mission d'accompagnement vers les clubs. Donc pour moi, les professeurs de PS doivent faire aimer les APS, détecter les potentiels et les accompagner vers les clubs. Comme on l'a dit tout à l'heure, après il y a deux sortes d'accompagnement. Je donne le numéro du coach, c'est la première étape, c'est bien. Mais ça peut marcher. En France, ça peut marcher. Dans nos territoires dans lesquels moi je travaille, si vous faites ça, vous êtes à 100% d'échec. Il faut malheureusement prendre par la main, se prendre 1 heure de notre temps et l'amener dans le club. Moi, des exemples comme ça, j'en avais un athlétisme qui était très intéressant, très rapide. On prend tous les chronos chaque année, il me pulvérise les chronos sur les 10 dernières années. Je lui dis, bon, ben toi, tu fais de l'athlé, c'est facile pour toi. Il me dit, non, pas du tout. Moi, je fais rien. Je dis, comment ça, tu fais rien? Il me dit, bah non, moi, le mercredi, tous les jours, d'ailleurs, je fais rien. Je fais pas de sport. Je dis, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais trouver 2-3 coordonnées, puis je vais te faire essayer l'athlétisme. Donc, j'ai été avec lui, et je l'ai regardé faire. Et lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, oh, il y a mon prof qui me regarde encore. Il est encore là, lui. Donc, du coup, je vais être obligé de m'appliquer, parce que déjà, je viens, mais bon, c'est pas ce qu'il me l'a dit. Et comme il reste et qu'il me regarde, il faut que je m'applique. Et résultat, 3 ans plus tard, il avait des sélections régionales, départementales, régionales et nationales. Mais ça, c'est vraiment, moi je pense, c'est vraiment le cœur de notre métier, malgré le fait que nous ayons tous, oui, des occupations, des choses à faire, mais ce rôle-là, il est fondamental. J'ai démarré il y a pas longtemps une formation de prof de PS, dans l'activité rugby. Je les ai regardés droit dans les yeux, et je leur ai dit, pour moi, votre mission, donc comme je vous ai dit, c'est de détecter les futurs potentiels, de les envoyer vers le club. Et en plus, si je dois un peu vous assommer, nous avons les JO de Paris en 2024. Et les générations qui vont aller aux JO, c'est celles que vous avez en ce moment dans vos collèges et lycées. Alors là, ils se sont sentis un poids sur les épaules, ils sont tous assis sur les chaises là. Mais la vraie mission, elle est là. La vraie mission, elle est là. Et si aujourd'hui on fait cette intervention ici, pourquoi pas en 2024, un jeune qui viendrait du quartier d'à côté. Je pense que c'est une fierté pour tout le monde, et on parlait de modèle, là vous avez un modèle. Donc ça, ce serait l'idéal. Deuxième rôle pour moi, l'inverse est possible aussi, c'est-à-dire le rôle des clubs dans les collèges. Je ne pense pas que ce soit une spécificité de mon collège, mais moi, mon collège, il est ouvert. Il est ouvert. Alors, pas physiquement, on ne peut pas rentrer, mais sur rendez-vous, sur projet, vous pouvez rentrer. Et donc, les clubs, moi, je pense que vous devez de lancer des projets pour rentrer dans l'école. Et vous verrez qu'il y a des gens qui sont très favorables à ça. Il y a des gens qui sont en manque de compétences dans certaines activités. Et si vous construisez un projet en leur disant, je prends l'exemple de la danse, par exemple. On a un projet danse. Moi, j'ai un club de danse. J'ai un projet danse. J'aimerais avoir plus de jeunes dans mon club et de jeunes filles. Je vais monter un projet, je vais rencontrer les collèges de la ville.
Et j'ai demandé à parler au prof de PS, au coordonnateur des profs de PS, en lui disant, ben, si vous voulez, alors c'est des moyens, certes, mais on ne fait pas de frein à levier sans mettre des moyens. Si vous voulez, on va vous attribuer une intervenante qui va venir et qui va faire un cycle de 10 séances en coopération avec vous. Vous pouvez choisir d'intervenir, vous pouvez choisir de me laisser intervenir. En tout cas, nous allons mettre à disposition un intervenant. Par ce biais-là, c'est souvent des pratiques gagnantes. Faites rentrer le club dans le collège. C'est un des enjeux majeurs pour la détection des jeunes sportifs. Moi, de la même manière, alors après, maintenant, au club de Bobigny, vu que j'ai un gros projet, j'ai un peu les rênes, donc quand je le demande, ils me disent oui. Mais moi, sur les créneaux section sportive, j'ai les entraîneurs, quand j'ai les 6e, 5e, j'ai les entraîneurs au club de la catégorie 6e, 5e qui interviennent avec moi. Quand j'entraîne les 4e, 3e, j'ai un entraîneur de la catégorie 4e, 3e qui intervient avec moi. Et le lien, là, il est fait direct. Le gamin, il est déjà entraîné par son prof et son entraîneur du club. Du coup, s'il n'est pas encore au club, il connaît la personne, il sait qui c'est. Alors, c'est les moyens. Tous les clubs ne vont peut-être pas le faire. Mais si votre priorité, c'est sur le recrutement des jeunes filles, peut-être qu'il y a des projets à lancer. Il y a des projets qui peuvent être valorisés, d'autant plus que pour rajouter projets sportifs, sociaux, féminins, ça, ce sont des choses qui payent aussi, qui marchent. Avant de conclure, et puis je pense que vous pourrez poser pas mal de questions à Madouce à côté, surtout. Moi, sur la commande, il y avait deux choses. Sur la commande, il y avait deux choses. Il y avait du sport scolaire au sport fédéral. Et il y avait aussi la spécificité d'un territoire en quartier prioritaire de la ville. Comme vous l'aurez compris, il y a des territoires selon l'activité où on ne fait que répondre à une demande. Donc, si je reprends mon exemple là du rugby, rugby à Toulouse, vous répondez à une demande. La demande existe. Quartier prioritaire, souvent il faut créer la demande. Donc c'est à vous de monter des projets pour créer une demande. Il n'y a pas de demande. Souvent il n'y a pas. Ils vont pas aller chercher une activité. Donc soyez attractifs pour créer une demande, ensuite l'entretenir et enfin y répondre. Si vous arrivez à monter des projets comme ça, vous verrez que au fil des années, en fait, plus vous allez évoluer dans votre projet et plus la demande va arriver. Au départ, il n'y a pas de demande. C'est à vous de la créer cette demande. Donc ne partez pas d'un frein. N'allez pas vers quelque chose en disant c'est pas possible. Là, il y a des statistiques qui existent, c'est un trop gros frein, c'est pas possible. Les filles ne feront pas telle activité dans ce quartier, c'est pas possible. Créez une demande. Faites en sorte de créer une demande par votre projet. Et vous verrez que par la suite, ensuite, ça va arriver. Je fais des allers-retours à des anecdotes. Moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans sur mon poste, section sportive, ils étaient 32 enfants, 29 garçons, que des 6e, 5e, 4e, 3e personnes. Du coup, on m'a demandé de redynamiser ça. Et en fait, on s'est rendu compte, mais pareil, c'est involontaire. Donc maintenant, je vous témoigne ça comme si j'avais fait exprès, mais en fait, c'est le cours des choses qui a fait que. Nous avons commencé à les présenter, la section sportive, dans les classes de CM2. Les classes de CM2 du secteur du collège. Nous sommes allés les présenter sur une présentation un peu ludique avec des vidéos, un format qui allait accrocher les gamins. Et pareil, on a glissé les statistiques, la 3e année, on a glissé les statistiques de la réussite au brevet des 2e années. En disant aux enfants qui regardaient le CM2, bon ben, qui veut venir au collège déjà essayer le rugby? Vu que vous venez au collège, qui veut s'inscrire en classe section sportive rugby? Oui, tac, ok. Ensuite, vous direz à vos parents, puis on avait fait une petite feuille de présentation, vous direz à vos parents le taux de réussite. Vous savez très bien que ça allait payer. Par contre, on n'avait pas imaginé qu'il y avait autre chose qui allait payer. C'est le rôle des maîtres et maîtresses dans l'accompagnement du projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les maîtres et maîtresses, elles ont entendu qu'on allait accompagner scolairement les enfants, qu'ils avaient plus de chances de réussir et qu'ils allaient s'épanouir, ce sont elles, maintenant, qui ont appuyé le projet auprès des parents. Donc elles ont appelé les parents, elles ont dit vous savez, votre enfant, là, elle est sportive, on lui a présenté quelque chose, elle est intéressée par ce nouveau sport. En plus, moi, je vous le conseille parce que on va s'occuper d'elle. Là, première année, on a déjà eu pas mal de résultats là-dessus. Et maintenant, pour nous, c'est le bonheur total. Ce sont les écoles primaires qui nous appellent, au mois de janvier-février, qui nous disent, vous venez quand? Ah ben oui, là, on va arriver au mois de mars. D'accord. Parce qu'on vous a déjà sélectionné une quinzaine de gamins intéressés. Ah bon?
Ah oui, 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 on vous a sélectionné. Alors après, quand on arrive, ceux qui sont sélectionnés sont, en même temps, les plus sportifs et ceux qui ont déjà de bons résultats. Donc après, pour nous, c'est tout bénéfique. Ensuite, là où on marque des points, et là où moi je m'attache à marquer des points, parce que là, la question, je la vois arriver dans vos yeux, c'est oui, mais alors attends, et facile, si tu prends que déjà des gamins qui sont très bons à l'école, et où les mérites en fait? Ben non, parce que dans la constitution des classes, si je fais ça, ma chef d'établissement, elle n'est pas d'accord. Il faut que dans la constitution, il y ait une répartition sur des profils d'élèves, des profils A très bons, des profils B, C, etc. Et on s'attache à équilibrer les classes de profils. Et du coup, moi j'ai des exemples de réussite d'enfants qui arrivent au collège qui ont 8, 8,5, parce qu'on ne se refuse pas à les prendre, évidemment. Ça, ce serait anti-éthique. On prend ces élèves-là. Par contre, on leur met des contrats, on leur met des objectifs. On dit par contre, attention. Déjà, pour être honnête avec vous, on fait remplir aux maîtres et maîtresses 3 choses. Première chose, ils nous mettent le profil scolaire de A à D. A étant très bon élève, D étant très en difficulté. Deuxième chose, profil sportif, de A à D. Je ne vous cache pas que s'il a 2 fois D, c'est très compliqué. S'il est né sportif ni scolaire, bon, le dossier on le met dessous. Ensuite, et c'est la partie la plus intéressante, dessous il y a un petit encart là, remarque du maître ou maîtresse, remarque du professeur des écoles. Et là-dessus, le professeur des écoles doit évaluer de la motivation de l'enfant. Et donc c'est pour ça qu'on a des élèves qui sont profil A ou B sportif, profil C, voire C- scolaire, mais par contre, dans la remarque, il a souvent marqué des difficultés à combler, mais une volonté de réussir et de dépasser ces difficultés, avec un accompagnement pour y réussir, quelque chose comme ça. Ces enfants-là, on reçoit les parents en début d'année, on leur montre notre tableau là, où on a les A, les B, les C, on leur dit voilà, on va pas vous le cacher, on a déjà les résultats de CM2, votre enfant il entre avec un profil C. Si au cours de l'année, votre enfant montre une démotivation et qui basculerait théoriquement sur un profil D, nous ne le garderons pas l'année prochaine. Si par contre votre enfant reste en profil C, voire mieux passe en profil B, il y a des chances que vous soyez très intéressés par lui. Ça, les parents, ils adorent. Parce que pour eux, ça met un objectif sur leur enfant. Et en plus, ça veut dire que le professeur va regarder la réussite scolaire. Donc ça marche très bien. L'enfant est présent et il entend ça. Donc l'enfant s'engage. Il dit, oui, j'ai des difficultés, oui. Mais je vais tout faire pour les combler. Et du coup, ensuite, périodiquement, on fait des évaluations avec l'enfant. On lui dit, alors, là, t'en es où? Et là, c'est compliqué, là, je crois que mathématiques, là, ok. Alors, tu n'as plus d'entraînement en rugby pendant une telle période. Ah, d'accord. Bon, je vais y mettre. Alors, ça marche pas. Si ça marche pas, malheureusement, on rencontre les parents 1 fois, 2 fois, là, on dit, là, il y a des efforts à faire, ils n'ont pas été faits. La classe de 5e, c'est terminé la classe section sportive, s'il n'y a pas d'efforts entrepris. Par contre, s'il y a des efforts, ça continue. Ça continue tant qu'il y a des efforts. Et donc, ma douce la connaît, mais j'ai une élève, là, Sarah, elle est arrivée en classe de 6e, contexte difficile pour elle. C'est une fille qui vient en famille d'accueil. Elle ne connaît pas son papa. Sa maman a des problèmes, il me semble, d'ordre psychiatrique. Du coup, elle a été isolée de la garde de l'enfant. Du coup, l'enfant vit dans une famille d'accueil. Voilà, nous y sommes. La gamine est entrée en classe de 6e avec un profil C, autour de 8,5, 9 de moyenne, mais surtout une attitude envers l'adulte très, très compliquée. C'était pas de l'insolence, mais elle ne comprenait pas, en fait, l'intérêt, ce que pouvaient lui apporter les adultes, en fait. Il y avait des adultes qui pouvaient l'aider, qui pouvaient l'accompagner. Non, elle était fermée à tout ça. Petit à petit, elle a compris, elle a évolué. Bon, moi, à l'heure actuelle, c'est une de mes meilleures élèves. C'est une des élèves avec qui je peux, à la cantine, une des rares avec qui je peux m'installer à côté pour déjeuner à midi. Parce que je peux lui parler presque d'adulte à adulte, déjà. Elle a pris à maturité, ses notes ont explosé. Alors, vous allez me dire que je dis ça parce que c'est mon truc, mais moi, je suis convaincu que là-dedans, la section sportive, il a été pour quelque chose. Et la pratique d'une activité, il a été pour quelque chose. Elle s'est épanouie au travers de ça. Elle s'est carrément épanouie. Et là, cette année, elle joue en club, elle est déjà en sélection, etc. Donc, pour elle, c'est une réussite totale. Et pour conclure là-dessus,
elle appelle ça sa tata, du coup. Mais la personne qui la garde en famille d'accueil, sa tata, est venue me rencontrer et a eu exactement le même discours qu'a tenu la mère tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, de Cassandra. Elle m'a dit, mais pour elle, l'activité physique, ça lui fait un bien fou. Si elle a décollé à l'école, je suis convaincu que c'est parce qu'elle s'est mise à la pratique d'une activité physique, parce qu'elle a créé des codes communs avec ses copines, parce que du coup ses copines l'ont entraînée à aller mieux et à travailler. Enfin, c'est vraiment un décollage immédiat. Donc, je pense que ça me permet de conclure sur les différentes choses. Vous aurez bien compris que vous allez rencontrer des freins, et je ne vous ai pas dit que vous n'allez pas rencontrer, même plusieurs, même des gros, mais il faut arriver, pas à les détourner, mais à lever les barrières. On a tous des freins différents, et je pense que sur les questions, vous allez m'amener des choses auxquelles je n'avais même pas réfléchi, mais il faut vraiment faire en sorte de coordonner, de monter les projets pour lever ces barrières-là. Donc, je vous remercie pour l'attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vers moi ou évidemment vers Manus. C'est pour plaisir. Merci pour cette très riche intervention. Donc Mathieu Langlois, professeur de PS dans l'Orne. Donc je vais plutôt intervenir sous forme de réflexion par rapport à ce qui a été dit. Des choses avec lesquelles je suis d'accord et des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc déjà concernant notre responsabilité d'emmener les élèves vers les clubs, c'est pas ma responsabilité, c'est ma première responsabilité, c'est d'ouvrir pour moi, c'est d'ouvrir la pratique et de confronter les élèves, le maximum d'élèves à un nombre de pratiques différentes. Nous on est dans un petit collège rural, on a 220 élèves, une ville, plutôt un gros bourg, qui comprend 700 habitants. La plupart de nos élèves viennent des campagnes environnantes. Donc on est en zone rurale isolée. Donc nous, vraiment, la première, c'est l'ouverture et la découverte de pratiques. Là j'ai l'exemple de mes sixièmes. La plupart des activités que je leur propose en sixième, ils ne les ont jamais fait. Donc pour moi, la première responsabilité, c'est là. L'élite, ça vient après. Au niveau de notre AS, on fonctionne, donc on a 220 élèves, on a 105 à 110 licenciés tous les ans, donc la moitié du collège. Donc c'est un collège dont l'AS fonctionne bien. Donc on emmène nos élèves tous les mercredis sur toutes les activités différentes. On n'est pas axé sur une activité. Donc après, on a des résultats plus ou moins bons en fonction des années, mais nous, l'objectif avec mon collègue, c'est d'emmener le maximum d'élèves. Alors, il y a des générations où, effectivement, notamment avec les filles, on a été champion de France de lutte, on a été au championnat de France de cross, on a été au championnat de France d'athlétisme. Donc, on a des résultats sur des activités qu'on pratique une ou deux fois dans l'année au niveau de l'AS. Voilà. Et là, je pense que ma responsabilité, voilà, j'ai fait découvrir des choses avec les élèves. Après, certains prennent le chemin des clubs, d'autres ne le prennent pas. Mais voilà, moi j'ai fait ma responsabilité, elle était là. Après, je facilite l'accès s'il y a besoin, s'il y a des demandes. Bon. Nous, on peut fonctionner uniquement parce qu'on a un quart de retour des sports. C'est-à-dire qu'à la fin de nos activités, on a un bus qui ramène les élèves à leur arrêt. Si on n'avait pas ça, on n'aurait personne le mercredi après-midi. Parce que dans nos campagnes se pose le problème de mobilité. Et donc, pour l'accès au club des enfants, c'est exactement le même souci. C'est-à-dire que les parents ne vont pas prendre la voiture le soir pour aller les emmener au club qui se situe à 25 ou 30 km. Donc, la plupart des élèves que j'ai au collège, dans les classes, je dirais que 90% des élèves ne pratiquent pas en dehors de l'AS, une autre activité, ne pratiquent pas en club, à cause de la mobilité. Le seul club qui existe dans notre ville, c'est le club de foot. Forcément, pour la pratique féminine, c'est pas ce qui est le plus favorable. Une autre réflexion, on parlait du rugby, donc tous les ans on participe au rugby, on arrive à amener nos 4 équipes aux académies. Donc les benjamins,
nous se pose un gros souci cette année, c'est avec la mise en place de l'ECG. Hein, donc dans toutes les pratiques UNSS, on a retiré le certificat médical. Donc ça a ouvert. L'année dernière, le RUPI avait conservé le certificat médical, et cette année, en plus, on nous demande un ECG. Donc nous, pour 2 jours dans l'année, 2 mercredis après-midi dans l'année, forcément, cette année, on a pris la décision de ne pas participer. Et on le sait d'avance que une activité qui n'est pas proposée une année, ça va être difficile de la relancer l'année suivante. Et pourtant, on a une dynamique, et là on parle du sport féminin, tous les ans, on a des filles qui vont chercher les autres dans la cour, les quatrièmes, qui vont proposer au 6e de venir pour avoir une équipe, pour avoir les 2 équipes et tout ça. Là, on sait que pour nous, c'est terminé. Pourtant, les élèves en début d'année sont venus avec leur certificat médical. On leur dit très bien, on vous inscrit, il n'y a pas de souci. 15 jours après, on a cette fameuse ECG là qui nous arrive dessus. Et, difficulté pour 2 jours, difficulté aussi dans le département pour trouver un cardiologue ou un médecin du sport. Donc c'est bon. Voilà mes réflexions. Très bien. Plusieurs points. Le premier sur l'ECG. Évidemment, nous avons le même problème. Nous, c'est exactement pareil. Déjà, nous, pour avoir le certificat médical, c'est long, c'est compliqué. Pour certains, c'est coûteux. Alors, j'imagine même pas le CG. Pour avoir rencontré un inspecteur responsable de Planète Ovale la semaine dernière, le CG, il m'a dit oui, c'est-à-dire oui pour l'instant, mais il m'a dit dans les mois qui viennent, là, la fédération est en train de plancher dessus. Il m'a dit normalement, ça va sauter. Maintenant, il a été très clair. Il m'a dit s'il arrive quelque chose maintenant, il est sûr que vous aurez des problèmes. Parce qu'il faut le CG pour l'instant. Donc il m'a dit, voilà, c'est compliqué, patientez, peut-être n'allez pas faire de compétition, ne les mettez pas en risque. Parce que maintenant il le faut, mais ça va sauter normalement d'ici 2-3 semaines. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça, c'était un vrai problème. Et là-dessus, autant j'aime pas parler de frein, mais là, c'est plutôt un frein maintenant. D'accord? Parce que là-dessus, c'est compliqué. Oui. Ensuite, par rapport aux questions, tu as évoqué le terme de responsabilité. Si je reprends ce terme-là, moi, responsabilité, ça me renvoie un peu à tes missions d'enseignant. D'accord? Et je suis 100% d'accord avec toi. Je suis vraiment 100% d'accord avec toi. Ta responsabilité, ce n'est pas d'amener les enfants en dehors de ton cadre scolaire. Et d'ailleurs, je trouve que vous faites très bien avec 50% de licenciés en milieu rural, ça c'est génial. Le multi-activité, c'est souvent ce qui est pratiqué. Donc là-dessus, moi je trouve que vous êtes pile dans ce qu'il faut. Et même, je dirais même que les gamins ont cette chance de, par le biais de l'EPS, découvrir les activités. Donc là-dessus, moi j'ai aucun problème et je dirais même que c'est très bien, génial pour les gamins. Maintenant, moi j'emploierais pas le terme responsabilité. Mais moi, sur un plan moral, donc, qui dépasse du coup le cadre de la responsabilité, d'accord, la responsabilité, c'est ce que je dois faire. Ce sont mes missions. Maintenant, moi, le cadre moral, ce ne sont pas des missions imposées, donc c'est optionnel. Moi, je pense que il faut que j'oriente les très bons éléments vers des clubs. D'autant plus si je fais du multi-activité, que je remarque que j'ai des gamins qui sont doués dans plusieurs sports. Mais dans un sport en particulier, là, il a tout ce qu'il faut. Moi, je connais plus ou moins ce sport. Moralement, je sais que je vais l'orienter vers un club, même si je dépasse le cadre de ma responsabilité. Donc, quand tu me parles de responsabilité, je suis tout à fait d'accord. Et vous le faites très très bien. Et c'est même génial que les gamins aient accès à des nouvelles pratiques, parce que c'est vraiment le cas. On peut peut-être rajouter ce désir de prolonger le truc, mais c'est optionnel. C'est pas un truc qu'on va jamais te demander, et le problème c'est qu'on va même jamais te féliciter si tu le fais. Mais je pense que ça peut se faire. Ensuite, c'est comme on a vu tout à l'heure, sur la problématique du transport, on l'a évoqué, je pense que là il y a des projets à monter avec les clubs, ça c'est plus de votre ressort à vous, mais à un moment donné, si les clubs veulent dynamiser, peut-être qu'il va falloir qu'ils trouvent des moyens pour organiser un ramassage ou du covoiturage ou quelque chose.
Et ça viendra pas de vous, ça viendra du club qui va peut-être à un moment toquer à la porte en disant j'ai vu que vous faisiez AS multi-activité, vous faites quelle activité? Ouais, ah ben nous on fait ça aussi. Et vous en avez des gens qui sont intéressants. Donc en fait c'est un aller-retour permanent. C'est-à-dire que c'est le club qui va devoir se renseigner et vous de temps en temps qui peut-être. Oui, j'ai bien compris. Ils ont leur vivier, mais il y a vivier et vivier, quoi. C'est-à-dire que moi, je serais toujours content qu'on soit beaucoup plus au club et qu'en plus, peut-être, moi, j'ai une pépite qui arrive du collège. Qui veut éventuellement poser une question? Est-ce que Monsieur Plich est là? Oui, une question? Déjà, merci. C'est tellement rare d'avoir un double discours, voire même un triple discours. Excusez-moi, on n'est pas schizophrène, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire d'être enseignant, professeur de PS, mais en même temps dans un monde de sportifs d'élite qui est particulier aussi. Le rugby pour les femmes, c'est quand même atypique. Et en plus de donner la parole à une sportive, c'est juste pour moi unique. Donc voilà, rien que pour ça, je suis très contente d'être là. Après, j'ai aimé aussi, malgré les questions, on a vu la question autour de la manière dont vous attirez vos élèves en EPS et comment vous arrivez à les sortir, plutôt les amener au club. Donc ça peut être critiquable, je l'entends, cette question. Mais ce qui me semble, moi, fondamental, c'est que vous voulez en fait savoir comment changer les choses en déconstruisant les préjugés, et ça demande une petite subtilité quand même. Donc, et c'est là où je dis on peut être schizophrène, c'est pas grave, mais en tout cas on a plusieurs compétences, et cette capacité à être dans la compréhension et dans la subtilité, tout en étant sûr de vous dans la rigueur et dans vos compétences. Moi, je trouve ça très intéressant. Et après, j'ai juste voulu partager cette réaction-là, et je rêverais d'une autre occasion où on pourrait faire un entretien avec les joueuses, par exemple, et s'intéresser non pas aux filles qui ne pratiquent pas l'activité, même si on continue nous sur le terrain, mais c'est d'essayer de faire des ponts entre celles qui ne pratiquent pas, pourquoi elles ne pratiquent pas, quels ont été les déterminants, on parle de freins, mais les déterminants qui n'ont pas, qui ne favorisent pas la pratique physique. Et de l'autre côté, peut-être que ces mêmes déterminants ont favorisé l'activité physique. Donc voilà, l'humain est complexe et dans ces milieux-là, il y a plusieurs variables, et c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc le rendez-vous est pris, j'espère, Alexandre, très prochainement avec tes joueuses, faire les entretiens collectifs. Évidemment, c'est noté. Je l'ai écrit. Après, ce qui est aussi, c'est pas vraiment drôle le mot, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'évidemment, j'étais pas du tout. Moi, j'arrive de ma région, de ma région toulousaine. J'étais muté en Seine-Saint-Denis. J'aimais le rugby. Le rugby pour les filles, je connaissais pas du tout en arrivant. En fait, ce qui était vraiment marquant, c'est que j'arrivais déjà, moi, avec tout un tas d'idées préconçues et qui se sont explosées les premières années, en fait. Et les 2-3 premières années, j'avais tout un tas d'idées sur, pour moi, c'était carrément impossible déjà de jouer au rugby, tout simplement, à Bobigny. Ensuite, pour des filles, c'était inconcevable. Vraiment, j'arrivais avec ces idées-là. Et petit à petit, mais de par la volonté des filles, l'engagement des filles, tout s'est déconstruit, et dans ma tête, tout s'est vraiment explosé. Et je me suis dit, mais en fait, à l'heure actuelle, si je devais le présenter, pour moi, pour ma part, je pense que c'est presque unique. Je dirais que c'est plus facile, là où je suis, de proposer du rugby à des filles qu'à des garçons. J'en arrive à un point maintenant où le système est mis en place. Pour moi, c'est plus facile et presque plus naturel. Donc après, c'est peut-être la spécificité qui fait que du coup, je m'intéresse plus au rugby féminin. Mais parce que il y a eu tout ce cheminement dans ma tête de déconstruire tout ça, et peut-être que quand on se dit au départ c'est impossible, c'est là où les plus belles, enfin les réussites sont les plus belles. Donc, l'invitation est notée. Une autre question? Ouais, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand est-ce que vous venez dans l'Orne, faites-vous muter ici, quoi, voilà.
Il n'y a pas de problème. Et nous, bon, la difficulté, c'est vous avez la filière UNSS, club, tout. Bon, nous, c'est pas du tout le même cas. Avec l'UNSS, bon, moi, j'ai le bonheur de leur parler, mais on n'a pas vraiment de collaboration ensemble. Bon, faut peut-être qu'on la booste un peu, mais bon, c'est pas aussi facile que ça. Après, je rejoins un petit peu ce que disait une autre personne. Nous aussi, même sur Alençon, on est quand même un secteur rural. Alençon, c'est une grosse bourgade, mais c'est tout. Et donc, les fédérer les gens autour, tous les collèges, c'est pas évident. Mais il y a certainement des choses à faire. Hein. Je pense que je vais tirer des leçons de la journée quand même, mais voilà. Par rapport à ça, moi j'ai mon meilleur ami là qui travaille avec moi sur la section. On était 2 jusqu'à l'année dernière. Cette année a muté et il se retrouve à Dole, à côté de Besançon. Et en fait, il était exactement comme moi et on avait construit cette habitude de pratique. Et c'est vrai que là du coup maintenant on échange beaucoup et il se retrouve dans un nouveau monde avec un nouveau fonctionnement de l'UNSS, comme nous a parlé le collègue tout à l'heure. C'est-à-dire que chez eux, les collèges sont tellement éloignés les uns des autres que du coup, il y a très peu de compétition UNSS. C'est un format multi-activité et ils restent plutôt dans leur collège. Il y a peu de rencontres. Donc ça, c'est vrai que nous, c'est des problématiques qu'on rencontre peu parce qu'il est très facile avec les transports de rejoindre les lieux de compétition. Tout le monde est proche en fait en région parisienne, donc ça c'est vraiment un avantage. Donc moi, il est vrai que sur l'intervention, je maîtrise plus le côté urbain que le côté rural. Et j'ai pas du tout de mal à imaginer que ce soit compliqué du coup de fédérer sur un territoire qui est plus grand avec des gens qui sont beaucoup plus éloignés. Ça c'est une évidence. Après, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je suis investi dans un projet qui s'appelle Planète Ovale, qui est un projet tripartite entre l'éducation nationale, la Fédération française et l'UNSS. Et c'est un projet sur la France entière. Et donc il y a des crédits qui sont alloués au développement de la pratique féminine pour le rugby. Ensuite, il faut, selon les territoires, selon les possibilités, il faut trouver les personnes ressources pour le mettre en œuvre. Nous, en Île-de-France, c'est facile, c'est plus ou moins facile parce que il y a des personnes ressources qui arrivent et qui sont là et qui veulent le faire. Et c'est surtout facile parce qu'ils ont les moyens de le faire. Après, je sais pas dans les autres territoires si c'est aussi facile, mais c'est à creuser. C'est pas si simple que ça, quoi. Ça, j'ai pas de mal à l'imaginer. Ouais. Ça, c'est une évidence. Mais encore une fois, c'est compliqué, ce sont des moyens, mais il y a tout intérêt à construire des projets sur le long terme pour que on arrive à construire un vivier peut-être au départ et ensuite qu'il y ait une politique d'échange et que ce soit pas toujours les mêmes qui s'investissent dans un côté, que ce soit pas que le club qui propose ses services pour aller chercher les enfants. Enfin, il y a peut-être des projets à creuser avec plusieurs personnes. Mais j'ai pas la clé. Si je l'avais. Bonjour, je suis Jean-Jacques Gagèze, professeur d'éducation physique. J'ai la fonction de conseiller pédagogique au niveau du département de l'Orne, à la direction départementale de l'éducation nationale. Je voulais réagir sur votre intervention ce matin. En ce qui concerne la responsabilité, j'ai retenu ce mot-là, des professeurs d'éducation physique, en ce qui concerne l'orientation des jeunes vers les clubs. Alors, je ne sais pas si j'ai bien saisi votre discours, mais il y a quelque chose qui m'a fait réagir, c'est que la plupart des enseignants de PS n'ont pas à proximité ou ne sont pas investis dans des sections sportives. Donc si bien que le professeur d'éducation physique, en fait, il fait avec les moyens du bord, avec l'institution et
son chef d'établissement, qu'il soit en collège ou en lycée. Et ce qui m'étonne, c'est que, en fait, vous ayez eu le discours face à un auditoire un petit peu multi-facette quand même, d'une seule solution possible. Alors, j'exagère mes mots, hein, peut-être, hein, vous avez peut-être... mais il y a plein d'autres solutions, en fait, pour justement répondre à notre problématique de sport au féminin. En ce qui me concerne, j'ai fait la démarche inverse. De longue date, je suis compétiteur, encore actuellement, mais j'ai opté pour une activité qui me tient à cœur, c'est la danse, et donc je me retrouve dans un milieu moi-même féminin. Alors, notre jeune rugbyman, elle n'a pas choisi la danse. Alors, on peut se demander pourquoi. Elle a choisi le rugby. Je la comprends tout à fait. Hein. C'est pas une objection. Mais ce dont je voulais parler finalement, c'est chaque activité a son enjeu, en fait, vis-à-vis du public. Et nous, professeurs d'éducation physique, en fait, comme disait mon collègue à ma gauche, là, on est quand même polyvalent. Vous avez peut-être la chance d'avoir des structures autour de chez vous. Vous avez une passion, c'est le rugby. Mais il ne faudrait pas que le résumé de l'enseignement d'éducation physique dans le milieu scolaire, se résume à votre intervention. C'est ça que je voulais dire à propos de l'auditoire qui nous écoute. Deuxième chose, en ce qui concerne l'enseignement primaire, je suis conseiller pédagogique, donc j'ai des fonctions de formation auprès des formateurs. Je suis formateur de formateurs. Des enseignants du premier degré. Et comme vous disiez ce matin, tout intervenant est plutôt bénéfique dans le milieu du premier degré. Les enseignants du premier degré sont toujours très satisfaits, en majorité, hein, des intervenants, que ce soit en rugby, en danse, en natation. Il y a toujours une osmose qui se fait. Mais c'est réglementairement limité et on ne peut pas se contenter que de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on demande, nous, à nos enseignants, d'être le plus polyvalent possible. C'est très dur d'être polyvalent. La difficulté pour nos enseignants du premier degré, c'est d'enseigner l'éducation physique, les mathématiques, le français, l'anglais, enfin tout, quoi. On leur demande beaucoup en éducation physique. Donc voilà, c'est mes réflexions de ce matin, plutôt à partir du discours de ce matin. J'ai mangé, j'ai pris un café, j'ai réfléchi, j'ai tout ça. Voilà. Alors, deux petits points. Le premier, moi, il est évident que quand je viens ici, je propose ce que moi je connais et ce que je fais. Du coup, j'ai pas la prétention de dire que c'est la seule solution. Moi, quand je fais l'exposé, je pense que c'est une solution. Après, il est évident que dans le dispositif, déjà pour ouvrir une section sportive, on nous demande d'être qualifié dans l'activité où on ouvre une section sportive. Donc, ça entraîne, au-delà d'une polyvalence, une hyperspécialité. Ça, c'est évident. Du coup, oui, effectivement, si vous avez une hyperspécialité, ensuite, quand vous ouvrez la section sportive, on vous demande, dans la grande majorité des cas, de vous mettre en convention avec un club le plus proche, souvent. Donc, le passage, institutionnellement, il est fait avec le club le plus proche. Donc, la structure est là, pour répondre par rapport à ça. Maintenant, moi, je croise tous les mercredis des collègues enseignants non spécialistes au rugby
qui ont choisi de faire UNSS rugby et qui ont aussi des enfants qui pratiquent et qui aiment le rugby et des enfants qui se retrouvent en club. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je leur demande, mais comment vous avez fait? Parce que nous, c'est quand même assez difficile d'envoyer les enfants en club. Il ne faut pas croire que tout est facile et qu'ils vont tous en club. C'est vraiment un travail de longue haleine. Donc, je leur demande, comment vous faites? Et quasiment tout le temps, la réponse que j'ai, c'est, il a fallu que moi j'aille au club. Mais pas pour entraîner, il a fallu que j'aille une fois pour les accompagner au moins une fois. Et nous, je sais, alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un autre territoire, mais nous, tout est proche. Donc ça, je pense que c'est vraiment le gros avantage et la limite un peu de l'intervention ici. Mais comme tout est proche, les enseignants trouvent les coordonnées des gens du club, ils leur proposent de passer un mercredi sur un entraînement, d'accompagner les gamins, parce qu'en termes de responsabilité, ils se doivent d'être là, et d'assister à l'entraînement. Et résultat des courses, ensuite, son UNSS est dynamisé, etc., etc. Donc sur le premier point, je pense pas que ce soit du fait d'avoir une section sportive qui fait que je viens proposer cette solution-là, parce qu'au final, j'ai des collègues qui n'ont pas de section et ça marche aussi de la même manière. Moi, je pense que c'est pas la seule solution, mais c'était une solution à proposer sur la création d'un modèle, non pas section sportive, mais d'un modèle pour essayer d'accompagner le plus possible les enfants. Sur le deuxième point relevé sur les écoles primaires, il serait très intéressant de débattre sur les chiffres de nos collègues instituteurs et institutrices qui enseignent réellement une activité physique et sportive. Donc, ils n'ont pas d'intervenants et qui le font. Alors, ils ont des obligations, ils se doivent de le faire au maximum, mais dans des courses, on en est encore loin. La pierre n'est pas jetée parce que, comme vous le dites, il y a tout un tas de disciplines à apprendre, et à l'intérieur même des activités sportives, il y a tout un tas aussi de domaines à balayer. Là se pose, évidemment, je n'ai pas les compétences ni la prétention de le faire, mais se pose le problème de la formation. De la formation de nos collègues, enseignants du primaire, qui se retrouvent à devoir enseigner tout un tas de matières, et à l'intérieur de chaque matière, en plus, de balayer divers problèmes. Donc là-dessus, moi, je suis aussi tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas prendre leur place et aller enseigner. Il faut mais par contre, on peut co-construire un enseignement. Et je sais que ça se fait pas mal chez nous. En fait, l'intervenant impulse une dynamique ou vient lancer un projet, mais en aucun cas, c'est lui qui va venir et puis faire les 15 séances d'activité physique et sportive. Je voulais réagir aussi par rapport à la Planète Ovale. Je fais partie de Planète Ovale également. Dès demain, d'ailleurs, je rencontre le DTN avec les IAIP Racan. Et on prépare une formation en direction des écoles primaires et des professeurs de collège. Donc voilà, c'est ça enfin, je pense que ça passe par la formation, effectivement. Exactement. Nous, en Ile-de-France, elle était la semaine dernière. Donc moi, je la pilote aussi, cette formation. Et on avait 77 profs de PS qui étaient présents, collège, lycée, pour apprendre à enseigner le rugby. Et comme je vous disais à l'ouverture, moi, un des discours, c'est vraiment essayer d'être à l'aise dans cette activité qui n'est pas facile, parce que c'est une activité où il y a des contacts, où quand on maîtrise pas la règle, c'est une activité qui est hyper compliquée à comprendre, à regarder la télé, on n'est pas spécialiste. Mais voilà, on a des leviers pour faire aimer cette activité, comme les autres activités, et c'est par ce message-là qu'ensuite ils vont pouvoir être à l'aise avec cette activité, le diffuser ensuite aux élèves. Donc ça, c'est une très bonne initiative. Planète Ovale, pour ça peut déclencher. Il faut voir ensuite, pour faire la liaison, pas que sur le rugby, mais est-ce qu'il existe des projets comme ça, au handball, en danse, ou est-ce que c'est faisable avec les fédérations? Ça, je ne sais pas. Merci. Une dernière question. Alors moi j'interviens, je le disais tout à l'heure, je suis instituteur, donc j'interviens auprès des collègues pour les former, justement, pour les accompagner dans des projets de formation. Et il y a une chose qui m'a un petit peu heurté ce matin pendant votre présentation, c'était par rapport aux objectifs et aux missions du professeur de PS ou du maître ou de la maîtresse d'école dans le domaine du sport ou de PS, c'était de former et détecter des futurs sportifs. Alors, moi, ça m'a gêné parce que la première mission de l'éducation physique et sportive dans les écoles, peut-être à la
différence du sport, hein, c'est non pas de former des sportifs de haut niveau, au contraire, mais c'est de permettre à chaque élève, à tous les élèves, je dis bien quel qu'il soit leur bagage en fait, d'accéder, de se développer. Et l'idée c'est pas d'apprendre des savoirs moteurs qui vont être répétés dans le domaine de la compétition, hein, mais c'est de construire un citoyen responsable, respectueux. Donc moi, ça, ce qui m'embêtait ensuite, c'est que vous présentiez votre projet que je trouve intéressant, et je suis aussi compétiteur dans l'âme, hein, c'est pas mais d'une idée de sélection. Donc vous demandez aux maîtres, aux maîtresses de sélectionner des élèves avec des dossiers. Et celui qui est en D, il va être en dessous de la pile. Hein. Alors moi, en tant que parent, déjà, je suis heurté par rapport à cette présentation. Et moi, c'est plus une démarche inverse. L'idée, moi, quand je suis maître, quand j'étais instituteur dans ma classe, c'était pas de sélectionner les meilleurs, mais c'était surtout d'engager ceux qui étaient le plus éloignés de la culture scolaire, de par des aptitudes physiques ou des contextes, peu importe, et de les amener justement à cette envie de s'inscrire dans une activité sportive dans l'école ou en dehors de l'école, par rapport à leur progression. Peu importe la norme, peu importe les performances, peu importe les compétences. Donc c'est ce que j'essaye de développer aussi auprès des enseignants, dans l'idée que à l'école, l'éducation physique et sportive, ce n'est pas le sport. L'idée de compétition, si ça apparaît, l'idée de performance, si ça apparaît, oui, mais c'est aussi l'idée de se développer un développement personnel de l'élève, et pas par rapport à une norme, pas par rapport à lui-même en fait, de toucher tous les élèves, même les filles qui sont filigranes et pour qui l'activité sportive n'est pas quelque chose de bénéfique. Donc ça m'a embêté votre formulation par rapport à l'idée de sélectionner et de détecter des futurs sportifs. Je ne crois pas que ce soit les missions de l'école, du collège ou du lycée, de détecter les futurs sportifs qui vont reproduire l'histoire d'élite et de compétences. Voilà. Encore une fois, 100% d'accord avec ça. Les missions de l'EPS, on le connaît tous, citoyen lucide, cultivé, autonome, etc. Donc ça, on est tout à fait d'accord. Moi, dans le cadre de ma présentation, j'ouvre le débat en parlant de section sportive. Section sportive, c'est le nouveau terme pour dire sport-études. Donc là, moi, je suis obligé, et ça c'est dans les prérogatives des sections sportives, je suis obligé de sélectionner et détecter les élèves. C'est une obligation, dès les classes de CM2. Donc évidemment, dans un cadre de sport de haut niveau, pour favoriser la réussite des élèves, la réussite scolaire, parce que c'est le premier critère, nous sommes obligés d'avoir un avis. Ça, c'est institutionnel. Nous sommes obligés d'avoir un avis des maîtres et maîtresses de CM2 pour savoir qui peut encaisser la charge de travail, que ce soit la charge de travail scolaire ou le surplus, parce qu'ils ont des heures en plus, du coup, là, de l'activité. Donc, des heures en plus de l'activité. Donc, là, en l'occurrence, du rugby. Donc, moi, dans ce processus de section sportive, effectivement, oui, on détecte des potentiels. Et la mission des sections sportives, c'est bien particulier, la mission des sections sportives, c'est d'essayer d'amener des enfants à pratiquer au plus haut niveau de pratique. Donc, de les envoyer ensuite vers les clubs. C'est pour ça que, et ça rejoint un peu, du coup, la question de notre collègue, où, là, on est sur une pratique vraiment de compétition élitiste. Maintenant, moi, en section sportive, je vous ai dit, j'avais à peu près 80-90 élèves. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en UNSS rugby, j'ai 135 élèves. Et sur les 135 élèves, j'ai des élèves qui jouent avec ceux qui sont à la section sportive, mais qui sont pas dans la classe rugby. Donc ce sont des élèves qui aiment le rugby, mais peut-être qui n'ont pas été détectés parce que, comme tu le dis, eux, ils étaient passés en C ou en D. Et dans certains critères, c'était pas passé, mais pourtant, ils jouent avec. Ensuite, j'ai des élèves qui occupent différents rôles. J'en ai qui adorent le rugby, vraiment, mais qui à un moment donné se sont sentis dépassés, alors peut-être par le niveau des autres, parce que c'est une classe section, mais qui m'ont dit, mais moi, je peux pas continuer à venir, parce que j'aime ça, vraiment être là. Donc ces élèves-là, ils font reporter. Ces élèves-là, on a formé de très bons arbitres, mais qui ne jouent, ce sont pas des enfants qui jouent en club. Ils sont très bons arbitres, mais par contre, ce qu'on a pu faire, c'est que ces enfants-là, on les a envoyés, on leur a dit, mais tu sais, un club aussi, ils cherchent des arbitres, et si t'aimes vraiment ça, tu peux aller arbitrer un club. Mais voilà, après, moi, je comprends toute la question et toute la limite de se dire, oui, mais attends, il nous a présenté un truc, on est que sur de la compétition,
Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que c'est un peu le sport pour tous, et là, en l'occurrence, pour toutes, alors que ce qu'il a fait, c'est que sélection, détection, élite, etc. Il faut bien comprendre que c'est dans le cadre de la section sportive. Moi, vous m'enlevez le chapeau section sportive, je pense que je fais la même chose. Je suis beaucoup moins sur le résultat et sur la filière de haut niveau, envoyer ensuite des gens jouer à haut niveau, et je suis beaucoup plus sur accompagner tout le monde vers cette pratique. C'est vraiment la spécificité section sportive qui me fait tendre vers ces arguments-là. Alors, je reprends un exemple très simple de la cour de récréation, par exemple, par rapport au terrain de foot qui est au centre de cette cour de récréation. Sur le temps de récréation, l'élève leader ou le sélectionneur va choisir les élèves, les bons élèves, ceux qui jugent susceptibles de bien jouer, et ce sont les seuls qui vont jouer pendant ce temps de récréation. L'idée de la section sportive dont on parle. Mais par rapport à la thématique de la journée sport au féminin, l'idée d'accepter tout le monde et d'encourager tout le monde et les femmes, je veux dire, à faire du sport, je sais pas si c'est si ça va de pair ensemble. C'est tout. Alors, par rapport à ce que moi j'ai présenté tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai bien fait la différence entre les garçons et les filles. Si jamais je voulais prendre un garçon pour le faire jouer, oui, je vais prendre le meilleur. Chez une fille, c'est pas du tout le cas. Je prends tout le groupe. Et il se trouve que tout le groupe continue à pratiquer ensuite. C'est-à-dire que je ne garde pas le meilleur et je renvoie pas les autres chez elles en disant, non. Tout le groupe continue de pratiquer, chacun pratique à son niveau, parce que comme on est beaucoup, on a la chance de faire plusieurs équipes. Donc tout le monde pratique tout le monde pratique à son niveau. Et si jamais il y en a qui se sentent en plus dépassés par la pratique et qui se sentent pas là, mais qui aiment quand même l'activité, ils ont toujours, comme je disais, d'autres rôles à jouer. Et donc dans la cour de récréation, moi, et je faisais ça avant, maintenant j'en ai plus besoin. Mais avant, quand je suis arrivé, j'avais beaucoup moins d'élèves. Et si je voulais en trouver pour constituer une ou deux équipes, concernant les filles, encore une fois, je prenais tout un groupe de filles. À partir du moment où je sentais qu'elles étaient motivées pour venir, je prenais tout un groupe de filles. Alors à l'intérieur, après, ça c'est toutes les dynamiques de groupe. À l'intérieur, il y en a qui étaient plus ou moins doués, il y en a qui aimaient ça, il y en a qui aimaient moins ça. Mais en tout cas, tout le monde avait accès à la pratique. Différemment, peut-être que si j'avais eu affaire avec des garçons.